Imaginez, vous venez d'un pays tropical où il n'a jamais neigé. Vous n'avez jamais mis les pieds sur une piste de bobsleigh, d'ailleurs, c'est quoi ce sport? Pour faire simple, c'est un engin lancé à près de 150 km/h sur une piste glacée. Vous devez courir en le poussant, sauter dedans, vous allonger parfaitement et espérer ne pas finir écrasé contre la paroi. Le tout, bien sûr, en allant le plus vite possible. Bon, maintenant qu'on vous a posé le décor, vous tenterez peut-être un petit essai, mais compliquant encore un peu les règles. Admettons que vous n'avez que 6 mois pour vous entraîner et représenter votre nation aux Jeux Olympiques d'hiver, face à des mecs qui pratiquent ce sport souvent depuis leur adolescence, soyons honnêtes, vous diriez non. Je pense que vous n'avez pas trop envie de finir dans un cimetière alors que vous n'avez aucune chance de gagner. Mais eux, ils l'ont fait, et leur histoire vous dit peut-être quelque chose. En 1993, le film Rasta Rocket cartonne avec l'histoire folle d'une bande de Jamaïcains lancés à toute allure sur la glace des Jeux d'hiver. Plus de 2,5 millions de spectateurs en France, 155 millions de dollars au box-office mondial pour seulement 14 millions de budget. Mais derrière cette comédie culte, il y a une histoire vraie. Le film a pris de nombreuses libertés scénaristiques, alors je vous propose de découvrir la vraie aventure de ces héros. La naissance d'un pari fou. Habiter une île tropicale et avoir pour idée de monter une équipe de bobsleigh, c'est complètement lunaire. Mais honnêtement, s'il fallait choisir un pays des Caraïbes pour tenter le coup, la Jamaïque est le choix le moins illogique. Parce qu'ici, même sans neige, il y a déjà un truc qui ressemble un peu au bobsleigh, les pushcars. Des sortes de caisses à savon bricolées, lancées à pleine balle dans les rues en pente. Le départ est explosif, les réflexes sont là, et les gamins poussent ça comme des fous furieux. Alors, sur le papier, ça colle, mais ça n'intéresse pas du tout les civils. Déjà, c'est trop dangereux, et le projet ressemble plus à une blague qu'autre chose. Mais surtout, comment convaincre des Jamaïcains habitués au soleil d'aller se geler les miches dans les pays froids? Qui est volontaire? George Fitch et William Maloney n'abandonnent pas leur idée aussi facilement. Ces deux hommes d'affaires américains obtiennent le feu vert du président du comité olympique jamaïcain et le soutien des autorités locales. Officiellement, la création d'une équipe de bobsleigh est validée, mais dans la réalité, personne n'est là pour enfiler le casque. Alors ils ont un plan de secours qui pourrait bien marcher. Ils laissent tomber les civils et se tournent vers l'armée jamaïcaine. Là au moins, on trouve des mecs entraînés, disciplinés et surtout plus ouverts à l'idée de risquer leur peau sur la glace. Un week-end de test est organisé, une trentaine de soldats s'alignent pour des sprints, de la poussée, des portées de charge, tout est conçu pour simuler les efforts d'un vrai départ de bobsleigh. Et pour bien les préparer mentalement, on leur passe des vidéos de crash spectaculaires, de quoi refroidir les moins motivés. À l'issue de cette sélection, ils ne sont plus que 4 courageux prêts à tenter l'aventure. Dudley Stokes, pilote d'hélicoptère qui devient le capitaine de l'équipe et le pilote du bob. Devon Harris, lieutenant et bon sprinter sur 800 mètres. Michael White, un autre militaire rapide et enfin Samuel Clayton, ingénieur ferroviaire qui complète le quatuor. Rien à voir avec le film, ce ne sont pas des recalés de l'athlétisme mais des militaires solides prêts à se donner à fond. Mais l'horloge tourne, on est en septembre 1987 et les Jeux Olympiques de Calgary sont dans seulement 6 mois. Avec si peu de temps, pour être au niveau, la préparation va être intense. Bon, déjà, vous vous doutez bien que la Jamaïque ne possède ni piste de bobsleigh, ni matériel adapté. Alors on bricole une luge de fortune montée sur roulette, des sacs de sable pour simuler le poids, et les voilà à dévaler les pentes de l'île comme ils peuvent. 5K. Oh. T'es mort? Ouais, man. Dudley, le pilote, va même jusqu'à s'exercer autrement. Dans la rue, on peut parfois le voir pousser son enfant assis dans un caddie de supermarché à vive allure pour imiter le départ d'un bob. Ouais, le système D est à l'honneur, mais l'équipe fait preuve d'une détermination à toute épreuve malgré l'amateurisme de la situation. Le problème, c'est qu'en continuant comme ça, ils ne seront jamais prêts. Heureusement, la fédération américaine leur tend la main, direction Lake Placid aux États-Unis. Là-bas, ils découvrent enfin ce qu'est un vrai entraînement, 2 bobs réglementaires, une vraie piste et un coach expérimenté. Mais encore une fois, il manque un détail, l'argent. Même si Fitch met la main à la poche et que l'office de tourisme jamaïcain soutient un peu le projet, les dépenses explosent. Équipement, déplacement, inscription, ça coûte une blinde. Alors l'équipe lance son propre merchandising. Elle commence à vendre des t-shirts et des souvenirs à son effigie, ce qui permet de renflouer un peu les caisses. Et ça fonctionne. Lors d'un entraînement en Autriche, quelques jours avant le début des Jeux, le prince Albert de Monaco, fan absolu de leur histoire, achète 500 exemplaires de leur t-shirt. Donc contrairement à ce que montre le
film, ce n'est pas la vente de la voiture d'un des athlètes qui a financé leur rêve olympique. En tout cas, grâce à ce coup de poker et à quelques soutiens inattendus, la fédération internationale finit par leur accorder le droit de participer à 2 épreuves, le bob à 2 et le bob à 4. Impossible de reculer désormais, Calgary approche à grands pas. La descente qui a tout changé. En février 1988, la délégation jamaïcaine débarque à Calgary, au milieu des autres nations habituées des Jeux d'hiver. Autant dire que leurs vestes aux couleurs jaune-vert et leur présence même font sensation dans le village olympique. Une grande question se pose, vont-ils se ridiculiser devant le monde entier? Auraient-ils mieux fait de rester chez eux? À vrai dire, l'équipe elle-même n'a aucune certitude sur son niveau, elle a tout juste quelques mois de pratique. Mais l'enthousiasme est là, et très vite, le public comme les médias craquent pour ces ovnis venus mettre du soleil sur ces JO. La première épreuve pour nos Jamaïcains, c'est le bob à 2, qui n'est pas montré dans le film. Dudley Stokes et Michael White finissent 30e sur 41, pas ridicule du tout, battant ainsi plusieurs équipages de nations non hivernales, comme le Mexique, les îles Vierges ou le Portugal. Mieux encore, lors de la deuxième manche, ils signent le 22e temps. Ils ne sont pas les meilleurs, mais ils montrent qu'ils ne sont pas venus faire les clowns. Et même les médiaricains, qui se foutaient un peu d'eux au début, commencent à les prendre au sérieux en voyant qu'ils battent d'autres outsiders. Mais cette épreuve n'était qu'un échauffement pour l'équipe jamaïcaine, dont l'objectif principal est l'épreuve reine, le bob à 4. Pendant un entraînement sur un lac gelé à Calgary, l'équipe s'habitue au froid. Mais là, coup dur, Caswell Allen, leur 4e homme, se blesse en glissant. Caswell, c'était un réserviste intégré à la dernière minute pour remplacer Sam Clayton dans le quatuor initial. Sa blessure met l'équipe en difficulté car il manque un homme pour faire le bob à 4. Dudley Stokes a alors une idée un peu folle, faire appel à son frère Chris, juste venu en touriste pour les soutenir. Chris Stokes est un bon sprinter, mais il n'a jamais mis un pied dans un bobsleigh de sa vie. Bon, à vrai dire, ils n'ont pas trop le choix, en 3 jours il apprend les bases, enfile une combinaison et rejoint l'équipe comme 4e homme juste avant le départ de la compétition. Ça, le film l'a zappé complet, il garde les 4 mêmes gars du début à la fin comme si rien n'avait bougé. Le 27 février 1988, les Jamaïcains s'alignent donc au départ de la première manche. Dudley Stokes en pilote avec Devon Harris, Michael White et le nouveau venu Chris Stokes comme pousseur. Dès le début, les galères s'invitent. Lors du saut d'embarquement dans le bob, la barre de poussée arrière se détache et reste dans les mains d'un des hommes. Ils terminent tant bien que mal la descente, mais avec ce problème, leur temps est modeste. Ils pointent à la 24e place sur 26 à l'issue de cette manche 1. Lors de la deuxième, l'équipe améliore son départ, mais un autre souci survient. Michael White a du mal à se caler correctement et reste presque debout dans le bob sur le premier virage. Cette erreur coûte de précieuses secondes, si bien que le bob jamaïcain finit 25e sur 26. Malgré tout, l'équipe ne se décourage pas, au contraire, elle aborde la 3e manche avec l'envie de signer la meilleure descente possible. Les Jamaïcains réalisent un exploit au départ, ils signent le 7e meilleur chrono de poussée de tous les concurrents. Mais lancé à plus de 120 km/h, le bob négocie mal un virage en courbe serrée, Dudley perd le contrôle et le bobsleigh chavire brusquement sur la glace. L'engin glisse renversé sur le côté sur des dizaines de mètres, les 4 hommes coincés dessous. Heureusement, aucun d'eux n'est gravement blessé dans l'accident, mais c'en est fini de leur course, le chrono s'est arrêté net sur cette terrible chute. Dans un silence d'abord inquiet, les Jamaïcains émergent un à un de la carcasse de leur bob renversé. Et là, se produit l'une des scènes les plus émouvantes de ces jeux. Déterminés à finir ce qu'ils ont commencé, les 4 coéquipiers redressent leur bobsleigh et décident de terminer le parcours à pied en le poussant jusqu'à la ligne d'arrivée. Pas sur leurs épaules comme dans le film, mais l'impact reste le même. Bien que classés derniers de l'épreuve car non qualifiés pour la dernière manche en raison du crash, ils ont conquis le cœur du public et incarné l'esprit olympique dans toute sa noblesse. D'ailleurs, cet accident aurait peut-être pu être évité. Contrairement à ce que montre le film, ce n'était pas un souci mécanique, mais bien une erreur de pilotage. Et il faut dire que Dudley s'était blessé à l'épaule juste avant la course, ce qui n'a clairement pas aidé à garder le contrôle du bob. Mais pas le temps de regretter, les hommes pensent déjà à la suite. L'héritage des Rasta Rockets. Si le film s'achève sur la fin des Jeux de Calgary, l'histoire des bobbers jamaïcains ne s'est pas arrêtée là. Forts de leur nouvelle notoriété, les membres de l'équipe originale ont poursuivi l'aventure dès 1992, aux Jeux d'Albertville en France. 2 ans plus tard, à Lillehammer en Norvège, l'équipe jamaïcaine de bob à 4 réalise sa meilleure performance historique. Elle se classe 14e sur 30, un résultat tout à fait honorable, finissant même
même devant des nations plus expérimentées comme la France ou les États-Unis. Ce classement en 1994 démontre que la Jamaïque a progressé et est devenue un concurrent crédible. Les Rasta Rockets originaux continuent ainsi jusqu'à la fin des années 90. Dudley et Chris Stokes ainsi que Devon Harris participent encore au JO 98 à Nagano, avant de prendre leur retraite sportive. Au fil des années, d'autres ont repris le flambeau et le bob jamaïcain continue de réapparaître au JO. En 2022, la Jamaïque frappe fort avec 3 équipes qualifiées aux Jeux de Pékin. Un bob à 4 et un bob à 2 masculin et même un bob monoplace féminin. Et mieux encore, ils ont décroché leur première médaille d'or internationale en bob à 4 lors de la Coupe nord-américaine au Canada, là où tout avait commencé. La preuve que 36 ans plus tard, l'esprit de 88 est toujours bien vivant. Et pendant que la relève fait parler d'elle, les héros originaux, eux, ont chacun tracé leur route. Devon Harris est devenu conférencier, racontant son histoire pour inspirer d'autres personnes. Michael White travaille dans le secteur des équipements sportifs. Les frères Stokes sont restés en Jamaïque et ont pris la tête de la fédération jamaïcaine de bobsleigh, s'impliquant dans l'administration sportive locale. Et Samuel Clayton, lui, a fait son chemin dans le monde du reggae, avant de nous quitter en 2020, emporté par le Covid. Un aspect plus amer de leur aventure post-olympique concerne justement le film Rasta Rocket. S'il l'a indéniablement fait connaître leur histoire au monde entier, les véritables héros de cette histoire n'ont jamais touché un centime. Ils pensaient avoir droit à une part du gâteau, mais ils se sont fait berner par Disney. Malgré ça, avec le recul, Dudley Stokes lui-même le reconnaît, sans le film, leur aventure serait vite tombée dans l'oubli. Et ok, Rasta Rocket a bien enjolivé les choses, le coach inventé, son passé de tricheur, tout ça, c'est du pur cinéma. Dans la vraie vie, il n'y avait pas de scandale, juste Howard Siller, un ancien champion américain respecté, et Sepp Heiderer, un Autrichien expérimenté venu les coacher. Mais au final, peu importe les écarts, l'essentiel est là. Une équipe improbable venue d'un pays sans neige qui se bat pour un rêve givré. De la détermination, de la débrouille, de la solidarité et du culot. Et c'est ça au fond que le film a réussi à capter. L'essentiel du message reste fidèle à la réalité, l'audace de poursuivre ses rêves même quand tout semble impossible.